ba père na ngai ba mère tozala motema kofungwama bino moko boyebi tolelaka mingi mpona mboka na biso mpona koconstruire mboka na biso eza eloko moke avec esprit mpo soki tocotize par exemple awa tozali 20 000 congolais soki tolobi tocotize na mutu moko 1000 na 20 000 tozali bongo na 20 millions 20 millions wana posa ya nini lisusu ya aide humanitaire ya nini toza na besoin nango te po chaque année tobana pesa kaka 20 millions aide humanitaire eza te bino kaka aide humanitaire lere bazopesa na loboko ya mobali bazobotola na loboko ya mwasi bapesi na loboko ya mwasi babotoli na loboko ya mobali soki bamoni bokomi clair to batie songi boweliki mokonzi bobomani bango bafandi bakoti ba réunion te lere bino bozokufa soki botikalaki sur 10 botikali 3 ale bango baye réunion esili baye kopekisa ono bofanda karme lere botikali misatu wana na mboka munene moye bosala eza te bokoma lisuda posala bango politike na bango tosukisa ngo tomekango maleme na idéologie oyo ya les amis de Wetch. Tona bandiko koma malembe na komi ko rassembler ba peuple nazo solo na bato nazo poser ba question horizon za ko fungwama et na ko découvrir que nabi mais implication ya mboko sika to fandi eza beaucoup plus importante que ko le kabamboko biso to fustijaka na ko découvrir que même temps guerre ya AFDL les oya ils en a Toronto de mbongo e bimaki pour na ko financer aventure militaire que compagnie automonaka AMFI oyo epesaka Laurent Désiré Kabila petit porteur na ye atambolaka na yango ezalaki canadienne nalobi mais c'est grave non makambo ya Congo il faut tozala mena na des stratégies yango nde boulot oyo ya Cyprien Wetch bango bakomi ba livre ndenge na yebisaka bino il y a 70% ya ba congolais analphabète et semi-lettré, ça fait 49 millions. Il faut maintenant tous aller la stratégie, mon sous-sous, il y a vidéo, il boulot à les amis de Wetch. Ceux qui n'appuyaient Patrick Mbeko, c'est parce que j'ai les images, il y a responsabilité, il y a Canada sur image. Nous devons faire maintenant. Aux l'image, mingi on a livré. Oh, c'est plus haut qu'il a appuyé tout ça preuve. Na maîtriser dossier makambo oyazoloba. Personnellement, ou pour ça que ou appuyer, yo pe ou en terrain parce que au Canada ba Kivu parce que comment bat. Yo tambola na ba comment. Omoni pona nini na puyaki oyo. Ngai nazaki na méthode mosusu. Adapter la communication ya bandeko na biso oyo batanga te ou bazaba semi-lettré. Donc, gana bandaki pe kokoma livre, mais en image. L'era lobi bongo. Or, ngai pe na bandeko sana recherche. Ngai na yebaki. Une semaine complot ezalaki awa na Belgique na komemayo na hôtel Méridien. Ba Canadien bazalaki na kati, basali gouvernement provisoire et République démocratique du Congo. Ba lobi toyaki na musée, apesaki biso ba minéré, akomi na kin a changer. Changer les bango face. Nde nasala ba image. Alors, monsieur et mesdames, bonjour. Je vous annonce l'entrée du Conseil de la République fédérale démocratique du Congo.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en ouvrant la présente conférence de presse ce mardi 26 mai 1998, qui fait suite à celle que j'ai tenue ici même il y a 11 jours, permettez-moi, avant toute chose, de m'acquitter d'un agréable devoir. D'abord, celui de vous souhaiter cordialement la bienvenue et de vous remercier d'avoir bien voulu répondre, nombreux, à notre invitation. Cela constitue à la fois la marque de confiance que vous traduisez à notre égard et l'intérêt que vous attachez à la République du Congo et Kinshasa. Ensuite, en votre qualité de témoins historiques de la naissance du Conseil de la République fédérale démocratique du Congo, celui de vous demander à chacun de vous d'accepter notre sympathie. En même temps, nous fondons l'espoir de vous voir faire parvenir le message de ce jour à toutes les extrémités du monde et jusqu'au fin fond du Congo, Kinshasa. Ik houd eraan aan al de mensen hier vandaag te horen hartelijk welkom te heten. Het is voor mij een aangename taak u te kunnen verwelkomen. Dat bewijst het belang dat u stelt in hetgeen dat wij aan het opbouwen zijn en ook het belang dat u hebt tegenover het Congolese volk. Wij hopen ook dat u door uw tegenwoordigheid en via uw verschillende kranten à tout seigneur, tout honneur, dit-on. Vous, mesdames et messieurs les journalistes, constituez les sources des éléments qui ont servi à la cristallisation des énergies, qui ont conduit à l'événement que nous vivons aujourd'hui, en ce moment. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, beaucoup d'espoir déçu, beaucoup de trahison, beaucoup d'avidité nous ont durement appris qu'il ne suffit pas seulement de modifier une structure, mais il faut absolument aussi assurer et garantir le respect des engagements pris au nom du peuple et pour le bien du peuple. Nous constatons déjà aujourd'hui d'un certain grand ténor du passé qui bénéficie de l'hospitalité de la Belgique, au-delà de sa retraite dorée dans laquelle il vit, se présente à l'opinion publique comme un futur sauveur. Nous aurions voulu lui voir remplir cette tâche, lui voir remplir ses engagements quand il est au pouvoir et qu'il avait tous les moyens pour le réaliser. En rapport avec mon appel du 15 mai, lancé au peuple congolais, un groupe de Congolais, dans l'instruction nationale, ayant décidé de prendre leurs responsabilités, m'ont approché et m'ont demandé de m'associer à eux dans leur combat civil et pacifique de l'instauration au Congo-Kinshasa d'un État de droit, démocratique, respectable et responsable. Ce à quoi j'ai répondu favorablement, respectant ainsi l'engagement formel que j'avais librement fait le 15 mai 1998 devant vous, c'est-à-dire celui d'être aux côtés des Congolais
combattre toute forme de dictature au Congo et luttent pour le bien-être de leurs frères et de leurs sœurs. Ceci dit, mesdames et messieurs, j'invite à présent mon premier vice-président, le docteur Amici Raphaël, de bien vouloir prendre la parole, que je lui cède. Mesdames, Messieurs, nous allons ce jour vivre un moment historique pour la population du Congo-Kinshasa. Un moment historique aussi pour les mutations des relations entre les peuples qui vivent dans notre planète par une nouvelle approche qui marque le dépassement des carcans qui nous enferment, notamment les frontières, les races, et toute autre forme de discrimination et facteurs antagonistes qui éloignent des personnes confrontées finalement aux mêmes et identiques problèmes de vie dans cette planète, en l'occurrence la santé, l'éducation, le logement, la sécurité, l'organisation, et dont les solutions ne peuvent provenir que d'eux au travers de leur solidarité, complémentarité et capacité de répondre ensemble. Oui, mesdames et messieurs, le moment est historique en termes de plusieurs interrogations qui s'entrechoquent dans vos esprits et en même temps dans ceux des multitudes de personnes qui nous observent. Nous aurons certainement du temps en dehors de ce cadre pour nous appesantir sur toutes ces préoccupations légitimes, mais aujourd'hui, nous allons aborder 3 de ces interrogations. En premier lieu, vous vous demandez certainement d'où vient l'idée d'un Conseil de la République fédérale démocratique du Congo. Pourquoi est-il créé à l'extérieur? Qui seront les membres qui le composent? Ce premier groupe de questions nous renvoie au contexte historico-politique, car un événement, une institution ne peut se comprendre que quand on le replace dans le contexte historique de sa naissance. Sinon, la compréhension souhaitée s'évapore et laisse la place à la confusion, terrain bien sûr que les esprits pervers sont certainement événements exploités. La deuxième interrogation est certainement ce qui apparaît bouleversant et paradoxal alors qu'il s'insère dans la nouvelle vision réaliste et constructive des sociétés modernes, puisée de sagesse ancienne. Il s'agit de la présence de M. Malance à la tête de ce conseil. Pourquoi un étranger, belge de surcroît? C'est lui qui a conduit l'AFDL au pouvoir. La troisième interrogation est celle de connaître le rôle et les missions du Conseil, ainsi que la cohérence de la mise en œuvre de son objet. Ici, il faut préciser les choses en vue de bien se comprendre. Si un problème est celui des programmes d'action et de l'expérience professionnelle des personnes appelées à les exécuter, un autre problème est celui de la vision qu'on a de la société actuelle. Autrement dit, pourquoi les gens qui prétendent avoir beaucoup d'expérience et des compétences dans la gestion des affaires publiques échouent? Il s'agit là d'une vision de la société en général et des affaires publiques en particulier, enrichissement individuel, confiscation des biens publics, non-respect des engagements souscrits, pas de respect au peuple, l'intolérance, pas de souci du bien-être collectif. Je reviens sur le contexte historique. Mesdames et messieurs, il est de notoriété publique que l'AFDL a échoué. Pour s'en convaincre, les vecteurs informatifs abondants sur le marché, de œuvres de spécialistes traduisent clairement comment l'AFDL en est arrivé. En ce qui nous concerne, nous allons nous atteler au pourquoi, c'est-à-dire aux causes devant justifier les solutions que nous apportons. En effet, beaucoup de malentendus se dégagent de l'analyse approfondie de la situation du Congo en termes de difficultés de son affirmation en nation État moderne. L'examen de la période qui a précédé l'acquisition de l'indépendance nationale jusqu'au dérapage de l'AFDL, en passant par le monolithisme du MPS, parti-État et la transition démocratique chaotique
nous a permis de déceler les causes de cette déstructuration physique, mentale et morale du pays, de tout un peuple. Au plan moral, depuis bien longtemps, la République a désacralisé toutes les valeurs qui sont la force morale d'un peuple, d'une nation et d'un État. Le bien commun, l'abnégation. Au plan spirituel, bien sûr, la perte de l'argent rendu aux ancêtres, c'est-à-dire, en l'au-delà, source de sagesse des dirigeants, de la tolérance et de la patience, c'est-à dire une base de référence et des limites au-delà de laquelle tout un chacun tempère ses ardeurs en faveur de la société et de la morale collective. Depuis, nous avons tourné le dos à Dieu et aux ancêtres. Nous avons marché sur notre foi, détruit la morale collective. Les biens matériels comme l'argent, les biens meubles et immeubles ont pris le dessus. La plupart des références en Dieu ne sont plus qu'idolâtries et fétichistes. Au plan politique, sans la morale ni contrainte spirituelle, aucun projet et vision des sociétés intégrant le bien-être collectif ne peut se dégager. Les dirigeants se contentent de germer une bourgeoisie parasite, incapable d'autopromotion, vivent de la pompe à finances de l'État, ils finissent par désarticuler. Ils invoquent la souveraineté de la nation pour justifier leur gabegie et dérive. Non entrée dans le peuple, consommatrice, cette bourgeoisie a éloigné le peuple du pouvoir et porte en lui les germes de sa propre destruction. À chaque fois que le destin nous fixe rendez-vous, nous sommes soit en retard, soit absents, voire on y arrive en ordre dispersé. C'est pourquoi nous avons raté la décolonisation. Le coup d'État de 1965 s'est soldé par un fiasco. La transition qui a débuté en 1990 et qui n'en finissait pas a installé la confusion. Les résolutions de la Conférence nationale souveraine et ses architectes sont balayées par la libération de l'AFDL qui s'est vite transformée en une dictature la plus abjecte. Que faire face à un peuple en danger? À une communauté en instance de disparition? Quoi opposer à cet ordre de la honte et de l'humiliation? Quelle perspective est favorable pour le XXIe siècle? Nous avons approché M. Malance pour des raisons qui sont évoquées plus tard. Nous lui avons posé quelques conditions préalables qui justifient sa conférence de presse du 15 mai dernier, dont les explications sont reprises plus loin aussi. Mais nous, qui sommes-nous? Dans les prochaines séquences, il sera présenté les personnes qui composent de manière le Conseil de la République fédérale démocratique. Il ne faut pas les voir en termes d'aspect physique, de participation ou non à la gestion des affaires publiques, d'appartenance à une ethnie ou un tribu. Il faut plutôt les voir à travers la vision qu'elles ont de la société moderne en général et de l'intérêt qu'elles ont du pays en particulier. Nous incarnons la volonté de rompre le cercle vicieux infernal qui nous entraîne inexorablement vers l'abîme, vers la disparition, ou tout au moins vers l'anonymat et la médiocrité. Nous sommes cette force capable de ramener la foi à notre peuple, de faire rêver et donc de réaliser. Mû par l'idéal du changement démocratique, le refus de l'ordre ancien, notre adversaire de la pensée unique, et le pouvoir monolithique sur toutes ses formes. Mépris de la dignité humaine, banalisation de la misère, indifférence à la pauvreté et à la marginalisation. Culte de la personnalité, culte de la corruption et de l'impunité, dévalorisation du bien public, haine de l'État, la perversion de l'autre. Et enfin, la dénaturation du sentiment national, la désacralisation des valeurs normales. J'arrête là ce petit cas. Pourquoi la présidence du Conseil à M. William? Mesdames et messieurs, répondant à notre appel par le partage de nos valeurs et notre vision de la nouvelle société congolaise, M. Malance a accepté de se dégager de ses engagements antérieurs et de la caution morale qu'il avait apportée à l'AFDL. D'où sa conférence de presse du 15 mai 1998 dans cette même salle. À cette occasion,
M. Malance lui-même s'est expliqué devant vous. En ce qui nous concerne, Congolais, il s'agit de dégager une réflexion de fond qui s'impose avant d'évoquer les cas particuliers de M. Malance. En effet, mesdames et messieurs, la mondialisation de l'économie, la circulation des capitaux, des biens et des personnes ne peuvent que rapprocher le peuple dans une complémentarité donnant-donnant et où les deux parties en sortent enrichis et gagnants. L'Europe, qu'il connaît bien, nous offre à des titres divers une assistance, protection, formation et construction des pays. La personnalité de M. Malance, sa probité, son dévouement à la cause de la nation congolaise représente pour nous une certitude. Il travaillera dans le sens du renforcement d'un partenariat entre le monde occidental et notre cher et beau pays. D'un point de vue particulier, M. Malance est un homme de grande probité morale, un humaniste, un homme de cœur, de principe, c'est un citoyen du monde, un vrai combattant de la liberté, attaché à la République démocratique du Congo, toujours prêt à servir et à rechercher le bien-être du peuple congolais, qui sera en l'occurrence le garant du respect de ses propres engagements. Son appel du 15 mai a suscité une adhésion remarquable des Congolais à l'action du Conseil et a encouragé certains leaders politiques à sortir de la torpeur. Nous espérons que ce déploiement ne brouillera pas les paysages qui est en train de s'éclaircir. Mesdames et messieurs, il est aussi important que vous sachiez quels sont les objectifs du Conseil. Sans entrer dans les détails, je vais vous donner quelques grandes lignes de ces objectifs. Le Conseil de la République fédérale démocratique du Congo est un organe apolitique, non inféodé à aucune philosophie, a pour objectif de veiller et contribuer au rétablissement et à la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en République fédérale démocratique du Congo. Favoriser aussi par tous les moyens l'instauration d'un état de droit fédéral, démocratique et responsable, grâce aux élections générales, pluralistes, libres, transparentes et démocratiques. Garantir le développement économique et social du peuple en favorisant l'établissement des grandes activités macroéconomiques pour une meilleure croissance, le plein emploi et l'augmentation des revenus des populations. Favoriser une fédération d'États à large autonomie au niveau de la base dans le cadre de l'économie de marché par la création de tout type de technopoles en vue de permettre non seulement la relance de l'économie, mais aussi la stabilité régionale et la sécurisation des investissements. Les détails sur tous ces objectifs sont contenus dans la brochure dont on vous remettra à la fin de cette manifestation. Mesdames et messieurs, j'arrive ainsi au terme de mon exposé et au nom de tous les membres du Conseil, je lance devant vous un appel à toutes les nations européennes, africaines, américaines et asiatiques, ainsi qu'à tous les frères de la diaspora, à nos compatriotes qui sont au pays, à tous les démocrates afin de soutenir et surtout de nous aider dans notre action. Il n'y a aucune exclusive dans notre démarche. Nous sommes nous-mêmes candidats à rien, si ce n'est la conduite à terme du processus de démocratisation et l'atteinte de notre but. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et je remets la parole à notre président du Conseil. Je remercie Monsieur le Premier vice-président de son exposé. J'accepte les lourdes charges, les lourdes responsabilités qui sont les miennes. Et je voudrais maintenant passer la parole à mon deuxième vice-président afin de terminer
l'exposé de structure du Conseil de la République fédérale du Congo. Je passe la parole au docteur Lycée Denis. Mesdames et messieurs de la presse, le contexte de la création, de la naissance du Conseil et la mission qu'elle s'assigne viennent de vous être exposés par mon collègue, le premier vice-président. Il ne me reste qu'une petite tâche à accomplir, celle de vous résumer les structures du Conseil qui sont détaillées dans les documents qui vous seront remis. Le Conseil est constitué d'un bureau exécutif composé du président et de deux vice-présidents, d'un collège de 12 intendants repartis en deux groupes qui vous seront expliqués, et d'un collège ou d'une cellule de conseillers. Le bureau exécutif fonctionne sur le principe de la décision collégiale. Chaque vice-président anime des activités relatives à 6 intendants. Vous trouverez les détails dans le document. Je résumerai en disant que le premier vice-président s'occupe des structures organisationnelles et le deuxième vice du bien-être social. Quels sont les intendants? Je ne m'attarde pas non plus là-dessus. À ma gauche, ceux relevant du deuxième vice-président, et à la droite, ceux qui travailleront étroitement avec le premier vice-président. Les noms sont indiqués. Juste un petit mot pour vous présenter ce que nous pensons constituer les atouts. S'agit d'une réédition ou réellement d'un fait nouveau? Nous pensons que le Conseil et ses composants constituent effectivement un fait nouveau, avec des atouts majeurs, qui sont, prime, la virginité politique des membres. Le premier vice-président s'est longuement apaisanti, attardé sur les méfaits de l'expérience présentée à tort ou à raison, nous disons à tort, comme étant la garantie de la réussite. Lorsque un régime a échoué pendant 22 ans à mettre de l'ordre à l'aéroport de Njili et qu'il a fallu à Kabila moins d'un mois, nous nous demandons où est l'efficacité de la gestion. La virginité politique des membres porte en elle la possibilité d'innovation sociale et économique, puisque elle n'est féodée à rien du tout et est exempte donc de compromission. Deuxième atout, le Conseil rassemble effectivement une diversité de formations et de compétences. Troisième atout, le Conseil est soucieux du rassemblement de tous les Congolais et s'assigne comme objectif de favoriser une nation où l'équité et la morale sont conciliées à la gestion de la chose publique. Ainsi, le Conseil entend s'attacher à une répartition géographique
ou régional équitable et pas la monopolisation des affaires publiques par une ethnie ou un sous-groupe racial quelconque. Monsieur le Premier vice-président vous a dit que la pensée unique était notre adversaire. Effectivement, les membres du Conseil ont une passion particulière pour la démocratie, pour la libre pensée et la libre expression pacifique de cette pensée. Je ne pense pas, peut-être le cas congolais serait unique au monde, que l'enthousiasme de la jeunesse soit une tare. Certains voudraient nous le faire croire, mais ils n'ont rien pour le démontrer. Et nous pensons que les énergies contenues dans toute cette jeunesse et dans toutes celles répandues à travers le monde, aussi bien au pays qu'à l'étranger, ce dynamisme est de nature à favoriser la reconstruction, la renaissance du Congo. Il est étrange de trouver dans un pays les dirigeants érodés par la corruption, qui sont incapables d'autocritique, qui souffrent d'amnésie, développent même une sorte de paranoïa puisqu'ils sont les meilleurs, et ils prennent une véritable distance avec les événements et la réalité, parce qu'ils prêchent juste le contraire de ce que tout le monde constate. Mes confrères et psychiatres diraient qu'il y a là une sorte de schizophrénie. Si on ne construit pas un pays avec les jeunes et pour les jeunes, pour qui doit-on travailler? Nous pensons qu'il est temps de mettre fin au Congo des papas, lesquels le papa ne mange à sa faim au détriment de ses enfants et oblige les enfants à l'humiliation de faire la file le matin pour quémander un morceau de pain ou un zaïre pour aller se dédouaner d'une obligation alimentaire au marché. Non, ce Congo-là doit être définitivement enterré et les vrais papas viendront de cette jeunesse pour laquelle tout doit être fait. Donc, l'enthousiasme et le dynamisme de la jeunesse constituent un des garants des réussites de la démarche du Conseil. Je l'ai dit, je le répète, le Conseil a en tout cas la conviction qu'il y a lieu de concilier la morale et la gestion de la chose publique. Lorsque nous voyons en Belgique certains ministres démissionner, ou en France ou ailleurs, en d'autres mots dans des États modernes, démissionner pour des fautes qui n'ont pas personnellement commises, ben cela a été et reste encore de la science-fiction. Tout simplement parce que la moralité est complètement absente dans la gestion de la République. Le premier vice-président vient de vous signaler que cette jeunesse n'était candidat à aucun avantage, à aucun privilège. L'abnégation fait partie de la charte et nous allons œuvrer pour constituer au Congo un terrain
productif pour les idées, pour une compétition intellectuelle, politique, et de tout autre ordre d'activité humaine, une compétition loyale. Il n'est pas pensable qu'on ferme le marché à un investisseur tout simplement parce qu'il a refusé de corrompre. Je pense qu'il est tout à fait légitime à la jeunesse d'un pays d'exiger qu'il y ait un terrain transparent pour les soumissions publiques et pour les activités politiques. Mesdames et messieurs de la presse, les remerciements vous ont déjà été adressés. Nous n'irons pas plus loin. Comme nous ne sommes pas là pour disparaître demain, nous pensons que nous aurons tout le temps de nous connaître. Je vais céder la parole au président. Merci, monsieur le deuxième vice-président. Il m'appartient maintenant d'introduire une nécessité sans laquelle aucune réalisation n'est possible. Entreprendre le travail qui vous a été défini par mes deux vice-présidents exige, je dis bien exige, l'existence d'un plan de développement financier et économique qui fournira le support pécunier nécessaire à la réalisation de ces objectifs, afin que, le plus rapidement possible, par une collaboration intense, colossale, je souligne le mot colossal, de partenariat entre ceux qui possèdent, que ce soit une certaine intelligence, une certaine technologie, un certain pouvoir financier et économique, un partenariat, un échange colossal avec ceux qui attendent et qui veulent, dans la dignité, debout, avec leurs propres capacités, sont prêts non pas à recevoir, mais à collaborer et à travailler la main dans la main, comme des dizaines de milliers de Congolais l'ont fait depuis bientôt 30 ans dans tous les pays du globe entier. Ce plan, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, existe. Ce plan, qu'en Europe on a appelé le plan Marshall, est présent. Je demanderai à celui qui en a été l'initiateur de bien vouloir prendre la parole et de vous en exposer les grandes lignes. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je passe la parole à monsieur Robert Stewart. Mesdames et messieurs, je m'appelle Robert Stewart. Je ne suis pas français, mais si vous permettez, je vais parler en anglais, la langue de ma mère, de donner mon petit discours ce matin, parce qu'il y a des membres de presse qui viennent des États-Unis, du Canada, de l'Amérique du Nord aujourd'hui, et je voudrais peut-être donner mon petit discours en anglais. My name is Robert Stewart. I am a son of Africa, someone who has dedicated his entire life to progressing the economic, industrial, and infrastructural development of the continent. In 1968, I drove a Land Rover from London to Casablanca, from Kinshasa to Cape Town, and back to Kampala and Cairo.
I have visited every country in Africa, and I have known most of the government leaders, good and bad, as well as the industrialists, the bankers, the investors who have contributed the majority of their lives to this great continent. I have helped to build international airports, power dams, distribution lines, mines, railways, roads, hotels, and agricultural plantations, serving on the African Development Bank Business Roundtable with the founding chairman, Dr. Babacar Ndiaye. I am working now on a trans-African hard currency that will provide a world tradable investment instrument to enhance those who wish to invest and develop in Africa. I am a former Canadian diplomat, a soldier, an investment banker, an investor, a mining company chairman, and a consultant to several corporations. I've come rapidly to the conclusion that waiting for legitimate governance in the Democratic Republic of the Congo is not going to work. Neither is attempting to negotiate and compromise with the present leadership. I just completed last week a 3,000-kilometer tour of East Africa overland, which included the whole of Uganda and forays into the Congo, where some border stations have been abandoned along the eastern side. Ugandan currency reaches over 100 kilometers inland into the Congo with the other 3 currencies presently being traded. I was briefed by regional leaders on their present impasse and extreme disappointment with the leadership of guerrilla leader Laurent Désiré Kabila. As the author of the Bechtel Master Plan for the rehabilitation and reconstruction of the Congo, I was appalled to have the plan rejected by Kabila's government last year. In addition, I faithfully attended the World Bank and IMF annual meetings, as well as the meeting Les Amis du Congo here in Brussels last December, and tried to help ameliorate the long-standing dispute over debts between these institutions and the Congo, but with no avail. As interim chairman of the Chamber of Mines of the Congo, I also became chairman of America Mineral Fields, a Canadian junior mining company that sought to develop 4 large projects in the Congo. Kabila's ministers created confusion and disarray over their signed agreements to enter into financial contracts with this company and withdrew their previously publicly stated commitments in front of the world banking community and international media. I received threats and demands of payments into personal accounts of important ministers. Rather than sitting on my hands, as so many politicians, civil servants, and company CEOs do when they make a mistake in backing the wrong horse, I've decided to join an extremely well-organized movement to replace Kabila's guerrilla team and to bring in better governance for the Congolese people. I've rewritten and expanded the original plan to include the erasure of dictatorship, corruption, and administrative incompetence in the present Congo leadership. It is not a government. I plan the inception of a Marshall-style plan for the reconstruction of the country and the region. I've decided to join Colonel Willy Malance and his 15 wise, professional, and highly capable people of the Council for the Federal and Democratic Republic of the Congo as their counselor for economic, industrial, financial, and diplomatic relations. This is a non-political council seeking the removal of Kabila and the institution of a democratic, market-oriented society based on fundamental human rights and the rule of law. As such, none of the members seek election or wish to hold appointed political positions. Their role will be to engineer the change of administration and usher in democratic elections before the start of the new millennium. My role will be to undertake what they now call the Stewart Plan for rebuilding the country. This will not be based on handouts from governments, donor aid, or World Bank finance alone, but an industrial and infrastructural plan based on private investment. The Council plans to chase Kabila from Kinshasa as soon as possible. He has lost the credibility to govern. I believe this will be done with the silent collusion of every president in the region, which in good faith but mistakenly helped to bring him to power last year.
The refusal of any of the original regional leaders to attend his first anniversary last week was a clarion call to change the administration. His violation and utter lack of progress on human rights, democracy, and rule of law, his hostile attitude towards the UN, the World Bank, the IMF, and all those investors and banks who offered him help is lamentable. By turning to others outside East and Central Africa to train his army and supply arms, such as Zimbabwe and China, is proof that he's running counter to recent success stories in Uganda, Botswana, Ghana, and elsewhere in Africa. Today I join the Council of the Federal Democratic Republic of the Congo as their counselor. The Council has official statutes, a realistic budget, an immediate plan of action, a set of objectives, strategies, imperatives, with additional counselors similar to me who would liaise with other governments and institutions. The inaugural meeting of the 15th of May overshadowed the international press reports of Kabila's first anniversary that was boycotted by the East African leaders who put him there. They want him replaced without bloodshed, and so do we. The challenge of rebuilding this country the size of continental Europe will be mammoth, on a par with the reconstruction of Europe following World War II. One cannot start to reconstruct without a plan, not a shopping list, but a well-conceived, integrated plan to attract foreign investment and rebuild the country. With privatization now acting as the password for success throughout Africa, I propose a wholesale reconstruction based on major private investment taking the lead. Throughout the world, independent power projects, privately owned and operated airports, toll roads, ports, and railways are now providing the necessary infrastructure to open up the mining, industrial, and agro-industrial estates in the hinterland. The Congo has one of the richest natural resource bases in the world, conversely, with the poorest infrastructure to extract, process, and transport it overseas to waiting markets. Neither the World Bank nor the donor community is capable of providing the massive investment necessary to produce the requisite level of infrastructure necessary to help 50 million of the world's poorest, even if all these resources were channeled specifically to the Congo for the next decade. However encumbered and lost through previous government mismanagement, the Congo has honorable debts to repay to the outside world. But it cannot begin to do so until under the hostile, directionless, and unstable conditions exhibited by the present regime. Neither can they be extinguished by mere legislation or approval from funding bodies. The Congo is prepared to honor its debts in return for private capital to open up its markets. The bank and the fund might guarantee certain essential projects in the short term, such as a single currency, macroeconomic systems, structural adjustment programs. But the most important sectors that involve transport, mining, communications, and agriculture can and will be financed by the private sector. Key to the success of the whole equation is what is missing today: confidence in honest leadership based on the principles of democracy, open markets, rule of law, and basic human rights. None of these exist in the Congo today, and none are in the cards from the present regime that seized power without public elections last year. Instead, there's a return to dictatorship, communist Chinese style, with military arsenals and barter trade, where corruption, inefficiency, and mismanagement proved that it didn't work in Tanzania either, nor Angola, Ghana, or Mozambique. Power to enter into long-term investment contracts to develop the resources of the region. Tight-fisted central governments do not work in small countries like Belgium or Switzerland, nor in large countries like Canada, Russia, or the USA. The Congo is too large to be run by one man or a single central government in Kinshasa. The country has to rid itself of the xenophobia, the hysteria, the megalomania, the terror, and insecurity that riddled the Mobutu years. Rather than bringing a sense of stability and confidence to the population that have emerged from decades of dictatorial rule, Kabila has continued in the same mold. The country must be demilitarized,
and will seek assistance from an African peacekeeping force, the UN, and possibly NATO to disarm its many internal armies. The country must be demilitarized immediately. Africa has many colors. It is white, black, brown. The populations of every African country today contain races from all corners of the globe, as do most countries in Europe and North America contain similar mixtures. Racism and xenophobia must end, along with a nationalism that discriminates against anyone who wishes to live and work alongside other races in a spirit of multiracial ethnicity. I am as much an African as anyone else in this room. I am happy to contribute the finance, planning, management, and administration to help the 50 million people of the Congo to dramatically improve the quality of their lives. Back in the 1960s, I drove a Land Rover along the banks of the River Congo from Kinshasa to Mbandaka, to Lizala, to Akati, to Bumba, to Kisangani, to Kindu, to Kongolo. I traveled alone and never slept in a hotel. I ate and stayed with the simple villagers along the way. Life has deteriorated for them significantly in the past 30 years. I am here to bring a grand vision for the future, to put into operation a massive structure which I have already drawn up. It is just a starting point, not a fixed plan. It is open to public scrutiny and to improvement. With the serious support of fellow council members here today, I will help to begin to rebuild the country and to restore hope, dignity, pride, and wealth to the forgotten peoples of the Congo. Thank you. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous remercie pour votre attention. Est-ce que certains membres de cette Assemblée souhaitent poser une question précise sur le plan purement économique exposé par M. Stewart? Les autres questions, il sera répondu en temps opportun pour ne pas dévier de notre horaire. Mais y a-t-il une question précise sur le plan économique et financier? Madame? Vous n'avez pas expliqué, d'une part, si le Conseil est un parti d'opposition ou si c'est un gouvernement en exil, et je voulais savoir qui finance le Conseil. Comme m'ont dit mes deux vice-présidents, madame, vous allez recevoir, à l'issue de cette conférence, une documentation explicative complète. J'acte votre question, vous aurez la réponse dans les documents qui vous seront remis. Si néanmoins cette réponse ne vous satisfait pas, nous nous mettrons entièrement à votre disposition au lieu et heure que vous conviendra en prenant contact avec notre protocole. Mais je voudrais aujourd'hui éviter qu'il s'établisse un débat. Nous avons voulu aujourd'hui vous présenter une autorité morale de très haut niveau. Comme me disait un jour l'ancien chef de l'État, quand vous allez dans un village, vous voyez partout la case du chef. Essayez de me trouver la case de l'opposition. Mais j'aurais dû continuer dans cette logique. J'aurais dû comprendre que dans tous les villages, il y a un conseil de sages. Et que c'est le conseil de sages qui est le contre-pouvoir pour tout dérapage du pouvoir. Et c'est ce conseil de sages que nous avons l'ambition de mettre sur pied. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Monsieur Malon, s'il vous plaît, vous m'avez peut-être pas vu. En fait, la raison de ma présence ici, comme justement vous nous avez proposé à nous connaître mieux, et je voudrais profiter de cette occasion, parce que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai reçu d'un ami votre appel du 15 mai au peuple congolais endeuillé. J'ai lu votre discours, et en fait, je suis sur le départ de rentrer au Congo, où moi-même j'y ai vécu pendant 22 ans. Ma grand-mère est originaire de Kisangani, mes parents ont travaillé dans des différents services d'organisation d'utilité publique et de soins et de santé, et j'y ai vécu 22 ans. Donc, c'est en connaissance de cause que je voudrais vous poser cette question. Il est évident qu'à la lecture de ce discours donc, du 15, vous avez dit, c'est depuis bien longtemps, donc en fait,
fait, depuis les années 55, et jusqu'en 1983, que vous aviez été au Congo et que là, que vous appelez vous-même votre seconde patrie, ce que moi j'estime être ma première patrie, puis j'ai été un petit peu plus loin et j'ai lu en fait des choses très intéressantes et je voulais avoir une précision qui à mes yeux est importante. Vous avez dit, pour ne pas être complice devant l'histoire. Ça veut dire que ce genre de phrases, Monsieur Malan, sont des phrases qui sont importantes dans le poids de la phrase, ne pas être complice devant l'histoire. Alors moi, je voudrais vous poser la question. Je suis persuadé que cette idée et cet engouement internationaliste que vous voulez défendre est, j'espère, sincère, parce que ce dont nous parlons pour le moment est très important. C'est très important. Il n'y a pas d'acte sans conséquence, et il y va de l'avenir de plus de 50 millions de gens qui en ont vraiment besoin, croyez-moi. Et à partir de ce moment-là, je me pose moi la question en disant, Monsieur Malan, avec une sagesse que j'espère honnête, puisque se présentant à la tête de cette assemblée, qu'a-t-il fait de 1955 à 1983, puisque à l'époque, vous aviez la possibilité de constater cette chose. Vous aviez l'âge de le constater, et ce n'est pas quelque chose qui vous a été révélé un matin en vous levant. Donc, si vous aviez eu 30 ans aujourd'hui, j'aurais écouté votre discours avec beaucoup d'attention. Mais il reste cette question. Qu'avez-vous fait durant tout ce temps où vous aviez la possibilité de faire quelque chose et que maintenant, là c'est à titre personnel, je dois savoir, il faut que ce soit crédible, la chose est très sérieuse, Monsieur Malan. À partir de ce moment-là, défendez-vous réellement les intérêts du peuple? Et à ce moment-là, vous devez au moins vous expliquer là-dessus, pour moi, pour me faire plaisir à moi. Si ça peut profiter à d'autres, tant mieux. Et en même temps, si vous pouvez être un petit peu plus précis quant à ce que vous appelez vous-même, veuillez m'excuser, voilà. Je n'ai pas hésité à investir ma dignité et mon honneur dans ce que jusque-là me paraissait légitime. Voilà, Monsieur Malan, ce que j'aimerais bien avoir comme précision pour pouvoir aller plus loin dans le désir de vous écouter ou de ne plus vous écouter. Monsieur, j'acte votre question. Les réponses se trouvent dans toute la presse. Je ne tiens pas, messieurs. C'est pas possible. Vous imposez là. Il se peut que je m'impose, messieurs. C'est la qualité d'un homme responsable de s'imposer. Je vous demande de lever la séance. Tout à fait. Où est la démocratie alors? Où est la démocratie? Vous refusez le dialogue. Vous venez de présenter un plan de réconciliation. Vous nous dérangez, on arrête. Nous sommes venus ici vous déranger de très loin. Il y a certaines personnes Comment c'est possible? Ce n'est pas la démocratie. Monsieur Malan, je suis journaliste, j'ai une mettre un question. miroir devant les gens, monsieur, ça les dérange. Mes chers compatriotes, ne vous laissez pas entuber par les Occidentaux. Non, monsieur, s'il vous plaît. Voilà, je crois que les 15 conseillers sont là. Nous allons poursuivre. Je suppose qu'il y a des gens ici qui sont à ce fait. Monsieur, écoutez, moi je n'ai... Si vous permettez, vous avez parlé. Écoutez, s'il vous plaît. Écoutez, je suppose... S'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, soignez-moi. 2 minutes. Docteur, je suppose que vous voulez répondre à quelques questions. Vous permettez un petit moment, je suppose qu'il y a un certain ordre, et cet ordre doit être respecté. Oui. La frontière est lieu de 15... Est-ce que vous acceptez de répondre à quelques questions?
Est-ce que vous acceptez de répondre à quelques questions qui sont pratiques? Est-ce que vous permettez? Le ministre te répond. Le président vient de démissionner. Le président vient de démissionner, c'est démissionnaire. Donc, vous devez... Mesdames et messieurs, vous voulez bien rester calme et permettre un certain ordre et vous comporter ne fût-ce qu'un adulte. Vous répondez aux questions. Vous permettez, d'abord, vous avez été invité, nous vous respectons et vous devez aussi respecter tout le monde. Monsieur Malens ne nous respecte pas. Hein. Monsieur, vous permettez aussi, d'accord? Voilà. Attendez, on donnera la parole et puis écoutez ce que nous comptons vous donner comme information. Vous ne connaissez déjà pas l'essentiel de ce qui existe dans les textes qui vont vous être distribués, et vous commencez tout doucement à poser toutes sortes de questions. Vous qui adhérez la convention, vous permettez, nous vous demandons de prendre connaissance des textes que le service protocole va vous distribuer. À l'issue de cela, la personne préposée au protocole prendra, je dirais, le relevé de toute personne qui souhaite obtenir des éclaircissements, une interview. Et nous serons à votre disposition. Nous vous demandons tout simplement que ceci se passe dans l'ordre. À la première apparition, vous fouillez les questions. Parce que moi, je n'ai aucun parti pris, il faut casser les pauvres. Je suis intéressé par votre affaire. J'arrive ici, vous me renvoyez. S'il vous plaît, normal, il était prévu. Je vous en prie. Il était prévu normalement que ça se passe sans une intervention de polémique. Hein. Bon. Mais puisque nous nous allons faire une chose très simple. Je suis quelqu'un qui respecte vraiment fortement le débat contradictoire. Ça, je le respecte et je suis quelqu'un ouvert à apprendre si je me trompe. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, si vous voulez, nous allons peut-être casser la formule qui était normalement prévue. Il y avait certains impératifs d'ordre, de temps pour certaines personnes, etc. On s'était dit qu'un texte écrit était peut-être de nature à donner toutes les explications qui auraient pu permettre par la suite de faire en sorte qu'on ait un débat constructif. Vous voyez, hein? Parce qu'il ne s'agit pas d'un parti politique ni rien du tout. Il s'agit simplement de personnes ici qui ne sont, on l'a dit, peut-être ne doit-on pas suffisamment souligner, candidats à rien. J'ai personnellement ici, à côté de moi, des personnes qui simplement ne sont animées que par la volonté de faire en sorte que tout ce que tout le monde dit au pays soit relayé par une structure précise. Voilà. Hein? Et il fallait une structure précise, mais une structure qui ne fasse pas que parler, mais une structure qui ait les moyens de donner à cette population la possibilité de renouer avec la communauté internationale. C'est la raison pour laquelle, ici, précisément parce qu'on savait qu'il y allait y avoir dans la salle éventuellement une incompréhension au départ ou des préjugés, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas souhaité directement se présenter, mais qui sont au service voilà. Donc nous allons ce n'est pas une conférence de presse comme telle, mais en partant d'ici sans accepter de répondre à des gens comme moi qui viennent avec aucun préjugé. C'est ça, d'accord, voilà. Voilà, on accepte, mais voilà, on accepte. Je vous rends service en vous disant de oui, d'accord, oui. Sans répondre à quelques questions, c'est fait, c'est acquis. Nous allons essayer de faire ce qui n'était pas prévu. Voilà. Est-ce que nous pourrions déjà, ne fût-ce que vous permettre de prendre connaissance du texte qui était fait? Soyez polis, monsieur, dans le calme, on peut discuter. C'est ça. Pas de violence. Oui, mais est-ce que vous voulez une véritable conférence de presse débat ou est-ce que
On se met d'abord d'accord. Oui, oui. Non, non, parce que, oui. Est-ce que vous voulez que nous fassions, est-ce que vous voulez que nous fassions ultérieurement une conférence débat pour tout mettre au clair, ou bien est-ce qu'aujourd'hui, il nous semblait que en une demi-heure, une heure, nous aurions simplement pu nous présenter de sorte que vous puissiez vous préparer à poser toutes les questions qui peuvent être... L'Assemblée demande. Madame, s'il vous plaît, l'Assemblée demande. Ceci est une conférence de presse, M. Kimba. La consoeur essaye de poser une question depuis tout à l'heure. Prenez une demi-heure pour nous répondre à 6 questions, ne plus que ça, c'est déjà bien. Une question, il s'agit d'une conférence, il s'agissait d'une conférence de presse. En principe, c'était la presse qui devait être dans la salle. Bon, il y a d'autres personnes que la presse dans la salle. Je ne sais pas comment ça se fait que toutes ces personnes sont là. Est-ce que tout le monde a une carte de presse ici? Vous voyez, ça c'est déjà... Ce n'est rien. Nous sommes des Congolais. Nous sommes Congolais. Non, mais on est invités. Non, on ne peut pas tolérer ça. S'il vous plaît, respectez-nous. Non, mais les gens qui sont ici... Congolais doivent être organisés. Vous voulez commencer à jouer avec la procédure pour... Si vous voulez, le problème n'est pas là. Nous sommes d'accord. On les connaît. Monsieur Kimba, acceptez 6 questions. Non, oui, voilà. Nous acceptons 6 questions. Nous posons... Oui. Une question de temps, ils n'ont pas la porte. Acceptez 6 questions. On va vous faire voir. Mais pourquoi vous vous énervez, monsieur? Moi, je suis pas venu ici pour... Je suis venu pour entendre. Posez-leur des questions. Oui. Je crois qu'il faut qu'on recentre les choses. Ça ne sert à rien de s'énerver. Voilà. Je crois que les Congolais n'est pas synonyme de désordre. Si vous permettez, monsieur, je crois que lorsque on organise une séance, il y a des séquences qui sont prévues. Et lorsqu'on a lancé la présentation, on a lancé la présentation pour la presse. Je crois que les Congolais doivent faire montre de cette grandeur et il est anormal que la presse qu'on a invitée puisse poser des questions et que des amis qui ont des problèmes comme nous puissent envenimer le climat où est-ce que j'ai l'impression que nous ne sommes pas compris. Vous n'avez pas plus de questions. Je crois que dans l'énervement, on n'arrange rien. On n'arrange rien. Parce que ça risque même de donner l'impression qu'il y a des gens qui sont blessés, qui ont des préjugés, et dont le seul objectif est de pouvoir abîmer le climat. Je crois que ça ne profite à personne. C'est une dynamique qui se crée et qui n'est pas exclusive. S'il y a d'autres dynamiques correspondantes et qui se développent de quelque part, je crois qu'en démocrate, nous les respectons. Il n'est pas nécessaire de chercher à détruire toute la lumière qui profile à l'horizon et paradoxalement proclamer qu'on est en train de chercher des solutions à notre pays. Je crois que ce n'est pas une bonne démarche. Ceci étant dit, comme notre ami a dit, qu'il connaît la moitié de la salle, nous connaissons nous aussi. Nous pouvons indiquer les gens qui n'ont rien à faire et qui peut-être ont le seul objectif de perturber. Ça n'est pas notre propos. Ça n'est pas notre propos et c'est d'ailleurs même inutile parce que ça ne va rien arranger. On va détruire tout et finalement nous risquerons d'apparaître comme des irresponsables vis-à-vis des gens qui nous ont accueillis chez eux. Je crois que la chose qu'on doit faire, c'est de donner d'abord la parole aux gens qu'on a invités. Ce n'est pas une raison d'énervement. Alors, si ces gens-là posent un certain nombre de questions, nous verrons ce qu'on pourra répondre. Ici, on ne cherche pas à convaincre. Je crois c'est une idée qui naît et qui va se développer. L'imagination
n'imaginez pas que nous allons ici, nous sommes venus ici chercher à convaincre chacun de nous. Nous sommes démocrates. Nous savons qu'il peut exister des points de vue contraires aux nôtres. Je crois que quand on est démocrate, on doit le savoir. Et ne croyez pas que si vous vous agitez, ça c'est une raison pour émousser notre démarche. Ça, il ne faut pas le faire là-dessus. Si vous avez d'autres initiatives, essayez de les développer, de les regarder et d'apporter votre contribution pour les chercher à détruire la démarche des autres. Je crois que, quelque part, peut-être les dynamiques qui vont se créer, lorsqu'elles se révèlent assez efficaces, pourquoi pas? On peut fédérer puisque nous avons le même objectif. Au lieu de chercher. Alors, donc, pour nous, l'ordre que nous avons arrêté, c'est d'abord le respect des personnes que nous avons invitées. Si d'autres amis sont venus poursuivre et que s'ils peuvent contribuer, il n'y a pas de problème. Nous verrons dans quelle mesure nous allons tout articuler. Voilà. Alors, donc, si 2 ou 3 journalistes peuvent vous poser la question, on ne pourra pas satisfaire tout le monde, ce n'est pas possible, c'est une œuvre humaine, on ne pourra pas satisfaire tout le monde, sinon il y a des contradictions, il y a des contraintes de vos programmes à vous-même, et bon, c'est beaucoup de 2 ou 3 commencer. Alors, je remets la parole. J'ai 2 questions. La première, c'est quelles sont les relations du Conseil avec AMFI, puisque M. Stewart est un ancien président d'AMFI et M. Malland, c'était l'hiver dernier, le contact d'AMFI en Belgique. La deuxième question, c'est ne craignez-vous pas, en mettant M. Malland comme président et non comme conseiller, d'être très mal perçu au Congo, où votre démarche aura un air paternaliste et très désuet? Première question, il n'y a pas de relation entre AMFI et ce conseil. Moi, j'ai quitté le poste de PDG d'AMFI il y a 3 mois. Je ne travaille plus pour AMFI. Et AMFI travaille toute seule et moi, je travaille avec le conseil. Monsieur Malance aussi. Oui, il n'a pas travaillé. Bon, pour l'autre question, je vais prendre le président comme le conseil. Merci beaucoup pour la suggestion. Nous allons examiner la question, madame. Mais vous nous avez suggéré quelque chose, vous avez manifesté une inquiétude. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on nous passe, qu'on considère comme des paternalistes? Nous avons entendu votre suggestion. Nous allons l'examiner. Merci. Ma question va un petit peu dans le même sens que ma collègue. Concernait un des vôtres a parlé tout à l'heure de virginité politique. Justement, si vous parlez de virginité politique comme étant un de vos atouts, il me semble que M. Malance ne correspond pas à ce schéma, puisqu'il est de notoriété publique, qu'il a travaillé pendant de longues années avec l'ancien dictateur. Alors, parler de virginité, est-ce que vous ne vous trompez pas de combat? De toutes les façons, je pense que M. Malance pourra, et il ne va pas se dérober, hein, il pourra répondre lui-même personnellement à cette question-là. Mais je pense que tout à l'heure, vous avez entendu les 2 vice-présidents rappeler qu'il a été sollicité parce qu'il s'était montré disponible pour tous ceux qui auraient eu besoin. Et là, je reviens à la question de Madame la journaliste, parce qu'il s'est rendu compte que le groupe qu'il avait soutenu, donc disons-le clairement, l'AFDL, il a fait beaucoup de choses pour l'AFDL, il en a parlé à sa conférence le 15, s'est engagé dans beaucoup de choses qui n'ont pas été tenues, respectées. Donc, il s'est senti moralement, disons, touché par le fait qu'il apparaissait comme un peu le sponsor de la caution de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et il a publiquement fait sa confession et s'est dit disponible. Mais ce n'est pas M. Malance qui décide des choses. D'ailleurs, la preuve, c'est que vous voyez, il a été touché par la forme de la question qui avait été posée. Bon, parce que c'était une espèce d'attaque personnelle, mais nous sommes restés. Donc vous voyez que non, il y a une démarche, soyons clairs, il y a une démarche qui a été faite par
des gens ici pour demander précisément ce fameux conseil. Pourquoi avez-vous fait ça? Comment l'avez-vous fait? Et comment voyez-vous les possibilités de changer les choses? Voilà la raison pour laquelle vous avez des clés. Est-ce que vous pouvez donner ces clés-là? Voilà un petit peu si je peux expliquer les choses. Voilà comment les choses sont passées. Mais il n'y a absolument pas du tout un problème de M. Malance qui crée quelque chose. Non, il y a une démarche inverse qui se fait. Et derrière lui, il y a d'autres personnes qui veulent aussi pouvoir intervenir et qui interviendront si ce qui doit être fait est bien pour la population. C'est-à-dire qu'il faut que les forces, la société civile puisse s'exprimer, que les forces politiques puissent s'exprimer et que l'on puisse renouer une relation avec la communauté internationale. Ça, voilà le véritable chemin de choses. Je voudrais aussi, c'est toujours les journalistes, hein, si oui. On peut faire comme ça. Je crois que c'est ce que nous avons convenu. Hein. Si nous pouvons corroborer, hein, nous allons être journalistes. Pour limiter les dégâts, c'est assez. Monsieur, j'invite la presse à se présenter d'abord avant de poser la question. Monsieur, vous êtes de la presse? Oui, je suis journaliste pour le journal de Montréal, ici à Bruxelles. Je veux répéter la première question, madame. Vous êtes financé de qui? Qui finance votre organisation? Non, ça c'est pour les journalistes. Le micro, il est là. Ça c'est pour le public. Eh bien, au risque de vous surprendre, nous sommes justement pour le moment occupés à rechercher des sponsors. Au risque de vous surprendre, nous sommes encore pour le moment en train de rechercher des sponsors. Et notre démarche a précisément été celle de nous mettre en relation avec ceux qui ont déjà eu à rechercher des sponsors récemment et qui pourraient éventuellement, puisqu'ils disent être déçus, en rejoignant notre propre position, de voir comment est-ce que les choses pourraient éventuellement se faire. Il ne faut pas... Bon, en vous disant ça, il est possible, vous êtes journaliste, vous acquiescez cela, vous ferez votre recherche, mais bien entendu, il y a dans la salle des personnes qui n'ont pas cette neutralité journalistique, si on peut parler comme cela, qui pensent que non. Mais la réalité est celle-là, c'est que nous cherchons des sponsors. Parce qu'il y a encore un an, personne ne savait que la situation allait être comme elle est aujourd'hui. Et beaucoup de personnes se sont engagées, croyant que ça allait se passer autrement. Les journalistes. Monsieur le journaliste? Je suis Benarek du magazine Africa International. Oui, s'il vous plaît. Merci. Oui, concernant votre conseil, on voit les gens qui sont ici, on voit M. Stewart, mais à côté de cette assemblée, est-ce que vous avez des amis sympathiques? Sympathisants? Sympathiques, comme disait Kabila en son temps, qui appuyaient votre démarche, qui au besoin sont disposés à la financer, comme, je ne sais pas, l'Ouganda par exemple, aux États-Unis, au Canada, ailleurs. On a répondu à la question, on cherche. Il devra donner le micro. Monsieur, un de mes intendants vient de vous répondre en disant que le Conseil vient à peine, je dirais, de se constituer et au stade actuel, il ne bénéficie d'aucun concours financier d'où qu'ils viennent. Je ne parle pas de concours financier. Oui. Dans votre organigramme, il y a le Conseil des personnes qui sont ici, M. Stewart, mais au-delà. Même au-delà, au stade actuel, nous sommes justement en train de mettre un certain nombre, je dirais, d'organes de ce Conseil
en activité. Et quels sont les partenaires que vous pourriez rapidement privilégier pour des discussions, des rencontres, des actions communes? Je crois que toutes les forces vives congolaises, d'où qu'elles viennent, je dirais, peuvent apporter leur concours. Nous essayons, je dirais, dans un certain nombre, je dirais, de démarches, de canaliser un certain nombre, je dirais, de contacts. Nous n'avons pas d'exclusive vis-à-vis de toutes les structures qui pourraient apporter leur concours pour permettre, je dirais, au peuple congolais et en même temps aux forces politiques congolaises de pouvoir travailler dans le pays en toute liberté. Les journalistes, on va faire le tour de tous les journalistes. Si, Bonjour, je suis du journal Solidaire. Donc j'ai entendu présenter un plan de recolonisation par M. Stewart. Ma question c'est, donc j'ai entendu dire qu'il veut faire ça sans bloodshed, sans effusion de sang. Après l'expérience du peuple congolais pendant les années 60, est-ce qu'on croit vraiment qu'en envoyant des troupes de l'ONU, de l'OTAN, des troupes panafricaines, que le peuple congolais va laisser refaire cette situation-là? Est-ce qu'on croit ça sérieusement? Prendre le micro. Tu peux répondre parce qu'il y a une composante politique. Je pense que en fait, le terme que vous utilisez de recolonisation me semble un peu excessif. Je pense qu'aujourd'hui, avec la mondialisation de l'économie, la circulation des capitaux, des hommes et des biens, le partenariat qui doit se développer, d'ailleurs l'Afrique en particulier, notre pays, en a vraiment besoin. Donc toutes les bonnes volontés qui peuvent nous aider financièrement, bien sûr, même le nouveau pouvoir à l'heure actuelle, a trouvé que les caisses étaient vides et toujours à la recherche d'un partenariat avec l'extérieur. Vous connaissez aussi bien que moi, peut-être même mieux que moi, où se trouvent les finances et éventuellement la technologie dont le pays a besoin pour se développer. Le plan qui vous a été présenté par M. Stewart fera l'objet, le moment venu, d'une appréciation, donc d'une étude, pour que les deux parties soient effectivement gagnantes dans cet échange. Et que ça ne soit pas présenté comme une sorte de recolonisation ou de concession d'une manière ou d'une autre. Et l'effusion du sang dont vous évoquez, si rien ne s'est fait non plus, on risque d'y arriver. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les problèmes et la misère de nos compatriotes est criante. Alors, je ne sais pas, certains préfèrent peut-être mourir d'inanition que d'une balle dans la tête. Mais notre démarche ne s'inscrit pas dans ce sens-là. Autre question, s'il vous plaît. Le journaliste. Il faut demander si le journaliste. Monsieur, vous êtes journaliste? Oui. Je voudrais m'adresser précisément à M. Stewart pour son intervention. En vous entendant, après que j'entends votre langue un peu difficilement, mais j'ai entendu que vous avez insisté sur la privatisation du Congo et entre autres faire partir le plus tôt possible Kabila de Kinshasa. Les volets économiques que vous avez développés tout au long de votre intervention, heureusement, un des intendants vient de dire que le plan n'est pas encore accepté, sera discuté. Est-ce que vous avez songé, à votre plan, aux volets sociaux qui sont peut-être les plus importants pour notre population? Merci. Je m'excuse, le plan social de... Exactement, j'ai pas entendu, j'ai mal entendu. Tu peux préciser. Dernière phrase. Le volet social de votre plan. Social, les questions sociales de mon plan. Oui, je suis un économiste et industrialiste et je m'occupe de faire le plan pour l'investissement dans les secteurs miniers, forestiers, agriculture et transport, l'infrastructure.
Et ça, c'est les questions que je comprends parce que ça, c'est le travail que je fais déjà depuis 30 ans en Afrique. Mais je connais que les coûts sociaux, c'est très cher, très important. C'est peut-être un des 2 ou 3 plus importantes questions qui restent dans les premiers mois de travail pour faire la confiance à la population qu'il y a quelqu'un qui sont là maintenant de faire quelque chose. Quand je suis à Kinshasa il y a 3 mois, il y a plus de 10 000 personnes sur les routes maintenant, sans travail, qui cherchent la nourriture. Ça, c'est les premières questions, de répondre les besoins sociaux. Mais moi, je m'occupe des affaires industrielles, et minières, et forestières, et les agricultures. Tu peux compléter sur oui, mais je peux, mais... Oui. Le temps que le conseil se trouve des sponsors qui travaillent comme bénévoles. Oui. Comme bénévoles. Personne ne me paie pas. Je paie mes frais toute seule. C'est merveilleux. Oui, écoutez, alors pour ceux qui étaient... oui. Le non-journaliste. Oui. Non, journaliste. Journaliste. Non, journaliste. Les journalistes... Les autres seront invités à un débat. Oui, alors écoutez, est-ce que...